on a découvert, il y a à peu près 1 an et demi, notre nouvelle adresse dans l'univers. C'est là. Chaque point est une galaxie. Un point, une galaxie. Donc dans le l'amas local que vous voyez, il y a la Voie lactée, mais d'autres galaxies, notamment Andromède, etc. Et cet amas s'appelle l'Aniakea. L'Aniakea, ça veut dire paradis incommensurable en dialecte hawaïen. Paradis incommensurable. Et c'est un amas de 22 000 galaxies. 22 000 galaxies, je vous parle d'un lot immobilier assez conséquent là quand même. 22 000 galaxies qui tournent autour d'un truc qui s'appelle le Grand Attracteur. Et le Grand Attracteur, c'est un faisceau de matière noire. Matière noire, c'est la langue universitaire pour dire « j'ai aucune idée de ce que c'est ». Parce que concrètement, on peut pas écrire « j'ai aucune idée de ce que c'est » dans une publication scientifique, donc on met matière noire, ça fait plus sérieux, mais on sait pas ce que c'est. Et autour de ce truc tournent 22 000 galaxies. C'est sans précédent comme découverte, hein. Ça sera enseigné dans les livres d'histoire dans 1000 ans, ça. C'est aussi important que l'héliocentrisme du temps de Copernic. On découvre pour la première fois que les galaxies peuvent tourner autour d'un truc. Avant, il y avait le trou noir, le truc le plus massif qu'on connaisse dans la galaxie. Maintenant, il y a ça, le Grand Attracteur. Et ça a été tout récent. On vient de le découvrir. Comme disait le poète Rumi, la vérité est un miroir brisé et chacun en possède un petit morceau. Mais comme on a un ego, on a tendance à croire que notre morceau de vérité est plus important que celui du voisin. Je suis informaticien, Bartois le designer. Je suis architecte, Bartois le je sais pas quoi. On a tendance à croire que notre connaissance est plus importante que celle du voisin. Comme on a un ego, on a aussi tendance à croire que notre connaissance, en fait, c'est toute la connaissance. Et toujours parce qu'on a un ego, on a tendance à croire aussi que si on donne notre connaissance, on va perdre en statut social. On sera moins important dans la société. Il faut que ça reste un peu abscon, un peu mystérieux. L'ego est le premier destructeur de valeur dans un projet. Ça, c'est une sagesse essentielle. C'est un entrepreneur turc qui m'a rappelé ça, mais c'est tellement vrai. L'ego est le premier destructeur de valeur dans un projet. Et du coup, vous avez 2 types de porteurs de projet. Le bon porteur de projet, c'est celui qui met son ego au service du projet. Donc là, vous avez Michel-Ange, vous avez chacun dans sa mesure, hein, Michel-Ange ou Steve Jobs ou Elon Musk. Et le mauvais porteur de projet, c'est celui qui met le projet au service de son ego. Je pourrais vous citer des noms, mais je suis pas là pour ça. Et donc, vous prenez le cas de même Napoléon. C'est très intéressant de voir qu'il y a eu les 2 phases. Phase ascendante, il met plus ou moins son ego au service de la France. Phase descendante, il a mis la France au service de son ego. Je simplifie, mais vous voyez que la tendance, si jamais vous voulez rentrer dans le détail, dès que quelqu'un commence à mettre un projet au service de son ego, c'est mort. Le projet, c'est fini. Il va calancher en très peu de temps. C'est une maladie profonde, quoi. Si vous êtes dans des projets, vous-même, vérifiez si quelqu'un qui a servi le projet avant commence à utiliser le projet pour se servir lui. Parce que ça, c'est un symptôme que le projet peut crever très rapidement. Les Coréens sont passés en 57 du PIB par habitant de la Somalie, une boîte de cornets de bif par famille et par jour, si vous voulez, au PIB par habitant du Luxembourg aujourd'hui, au-dessus de la France, alors qu'ils n'ont rien, pas de matières premières, rien. Les Coréens exportent plus que les Russes, plus que la Russie. Alors, la Corée du Sud exporte 50% de plus que la Fédération de Russie. 50%, chaque année. Alors que les Russes, ils ont tout. Les Coréens ont 3 fois moins d'habitants que la Russie. Et 171 fois moins de territoire. 171 fois moins. Alors que la Russie, il y a vraiment de tout. Du pétrole, du gaz naturel, du strontium, de l'uranium, du platine, des diamants, des mannequins, tout ce qu'il faut. Et malgré ça, ils exportent 50% de moins que la Corée du Sud chaque année. Qu'est-ce qu'ils nous vendent, les Coréens? Des écrans, des ordinateurs, des disques durs, des moteurs, des systèmes de guidage laser, des satellites. De la connaissance. Si vous forez sur un puits de connaissance, non seulement vous touchez pas le fond, mais le puits, il peut être n'importe où. Il n'est pas déterminé géographiquement. Un puits de connaissance, c'est pas déterminé géographiquement. Un puits de pétrole, si. Il y en a chez vous, il y en a pas. La Corée du Sud a eu un ministère de l'économie de la connaissance. C'est le seul pays au monde à avoir eu un ministère de l'économie de la connaissance, autonome, régalien. Et ensuite, il a fusionné avec le ministère de l'économie tout court. Et ce ministère, quand il veut faire de la robotique une grande cause nationale, bien, il ne crée pas des manuels scolaires, ça fait chier tout le monde, ça. Il fait un parc d'attractions, Roboland, dont vous voyez la mascotte ici, Hubo Einstein. Et j'adore cette image parce que Einstein, il n'est pas coréen.
Les technopoles dans l'histoire ont toujours été des lieux de rencontres culturelles. On ne connaît pas de technopole qui n'ait pas été un lieu de rencontre culturelle. Que ce soit le Machu Picchu, Venise, Santorin, Xi'an, la Silicon Valley, Skolkovo, Zhongguancun, toutes les zones où on a innové, l'Andalousie, Bagdad, c'était toujours des lieux de rencontre où les cultures dialoguent. Pourquoi? Parce que quand vous avez plusieurs cultures différentes dans une même ville, pour autant que ça marche, eh bien la probabilité de résoudre un problème augmente. Parce que si personne ne pense de la même façon, la probabilité d'attaquer un problème sous le bon angle augmente. C'est pour ça qu'encore une fois, du Machu Picchu à Santorin, eh bien tous les technopoles dans l'histoire de l'humanité ont été des lieux d'échange. On ne connaît aucune technologie aujourd'hui qui peut transférer un savoir plus vite qu'un jeu. Et c'est pour ça que les pilotes d'avion utilisent des simulateurs. Et c'est pour ça que les médecins se forment de plus en plus avec des jeux et des simulations. Le jeu, pas forcément que vidéo, encore une fois, il a l'énorme avantage d'être multicanal. Et le cerveau, il est fait pour apprendre en multicanal. Le cerveau n'aime pas apprendre d'une seule façon à la fois, et surtout avec un seul sens à la fois. Par exemple, l'audition. Le vrai apprentissage, notre cerveau, il vient quand même de la savane, puis de l'ère glaciaire. Le vrai apprentissage à cette époque, c'était par exemple la chasse. Et la chasse, c'est multicanal. Il faut écouter, il faut maintenir sa posture, il faut sentir le gibier, il faut planifier son mouvement. Voilà, c'est multicanal. Ça, c'est le vrai apprentissage. On sait en neurosciences que tous les animaux intelligents jouent pour apprendre. Alors déjà, tous les mammifères jouent pour apprendre. Aussi bien les proies que les prédateurs. Les fans, les loups, ils jouent tous pour apprendre. Le bébé tigre, s'il joue pas, il va crever. Il ne saura pas défendre son territoire, il ne saura pas chasser, il ne saura pas se reproduire, il va mourir. Donc, dans la nature, jouer, c'est sérieux. Dans la nature ne nous fait pas de cadeaux. Dans la nature, une erreur, c'est pas 0 sur 20, ça a été mort. Et la nature, un monde qui ne fait pas de cadeaux, elle a sélectionné le jeu comme meilleure méthode d'apprentissage. Il faut être un peu modeste et admettre que si elle l'a sélectionné, c'est pas forcément la moins bonne méthode. Les poulpes jouent pour apprendre, les pies jouent pour apprendre, les animaux, les dauphins, j'en parle même pas, les animaux intelligents jouent pour apprendre. C'est une vraie leçon de la nature dans notre éducation. C'est quoi cette bibliothèque dont je parle, dans laquelle on a vécu pendant des générations et qu'on a brûlée au lieu de la lire? La nature. Et c'est qui les gens qui nous disaient faut pas la brûler mais qu'on a tué physiquement? Les natifs, les Indiens, les aborigènes. Si la nature est une bibliothèque, les aborigènes sont peut-être analphabètes dans notre écriture, mais ils sont alphabétisés dans la bibliothèque. Vous prenez par exemple le curare. Le curare aujourd'hui, si on compte toutes les vies que ça a sauvées, c'est plus d'1 milliard. Pourquoi? Parce que le curare est utilisé pour toute opération chirurgicale de longue durée. C'est un décontractant musculaire, mais qui ne détruit aucune cellule. Quand vous êtes piqué au curare, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas de cellules qui sont détruites. Mais c'est un décontractant musculaire. À quoi ça sert en chirurgie? Eh bien, quand on opère quelqu'un, au bout d'un moment, si on ne l'a pas décontracté, il va convulser. Et donc, si on fait une opération à cœur ouvert avec un patient qui convulse, c'est pas gagné, on est d'accord. Donc, il fallait un décontractant musculaire. Eh bien, ce sont les Indiens d'Amazonie qui nous l'ont apporté. Et si on compte le nombre d'êtres humains qui ont été sauvés par une opération longue depuis 1947, date à laquelle l'Institut Pasteur a vendu une version générique du curare, eh bien, ça fait plus d'1 milliard de gens. Donc, ces Indiens qu'on a tués par millions, ils nous ont sauvés par milliards. Ça, par exemple, c'est de la peau de requin. C'est de la peau de requin vue au microscope. Ce sont des dents. Le requin est couvert de dents. La prochaine fois que vous caresserez Yuki, votre requin préféré, vous saurez pourquoi c'est rugueux. Elle passe pas du tout à la Réunion, cette vanne. Peut-être une fois, non. Et donc, ce sont des dents, mais en fait, c'est le meilleur revêtement anti-turbulence connu sur Terre. C'est le meilleur revêtement aérodynamique connu sur Terre. On n'en connaît pas de meilleur aujourd'hui. Il est meilleur que les revêtements développés par les Russes pendant la guerre froide pour leurs sous-marins nucléaires. Il est tellement bon qu'il a été copié par Airbus pour l'A350. Il est tellement bon qu'il a été copié par Speedo pour les fameuses combinaisons de natation interdites au JO de Pékin. Là, vous voyez Michael Phelps avec d'autres nageuses et nageurs dans ces fameuses combinaisons LZR qui étaient inspirées de la peau de requin et qui ont battu 8 records du monde. Et il y a eu un rebondissement dans cette affaire. Harvard a mené une étude pour savoir à quel point ils étaient inspirés de la peau de requin, d'où à quel point ils se rapprochaient des performances du requin. Et l'étude conclut, vous êtes tellement loin du vrai requin que vous ne méritez même pas de vous appeler bio-inspiré de la peau de requin. Et malgré ça, ils ont battu 8 records du monde et étaient interdits aux Jeux Olympiques.
Cette surface est aussi le meilleur revêtement anti-fouling connu sur Terre. Et oui, vous ne verrez jamais un bigorneau collé à un requin. Vérifiez. Donc, c'est assez génial parce que si vous savez faire une peinture qui, quand elle sèche, ressemble à ça, eh bien, non seulement si vous peignez un bateau avec, il sera plus hydrodynamique, hein, donc il consommera moins de carburant, mais en plus, il y aura moins d'entretien pour enlever les coquillages et les algues qui collent à la coque. Ce monsieur, Frank Zal, il a fait une découverte géniale. Il a découvert que l'hémoglobine d'un petit ver de plage, l'arénicole, un petit ver qu'on trouve dans les plages de Normandie, il a découvert que son hémoglobine était universellement transfusable. Universellement transfusable. C'est comme du O négatif, si vous voulez. On peut transfuser n'importe qui avec. Et en plus, elle est lyophilisable. Une poche de sang humain, vous ne pouvez pas la déshydrater. Ça ferait exploser les globules rouges et ça le rendrait intransfusable. Mais là, on peut en faire de la poudre et la réhydrater avec du sérum physiologique, donc on peut la conserver beaucoup plus longtemps. J'adore cette étude de cas parce que quand les Américains ont débarqué en Normandie, ils cherchaient désespérément un substitut d'hémoglobine. Désespérément. Ils avaient trouvé un substitut de plasma. L'eau de coco est transfusable. Alors vous allez me dire, ça sert à rien, parce qu'en Normandie, on ne trouve pas des masses de noix de coco. Mais en fait, si vous êtes en train de crever d'une hémorragie à Guadalcanal, ça peut vous sauver la vie, et ça a sauvé des vies dans le Pacifique. Mais ils n'avaient pas de substitut de sang, d'hémoglobine. La solution était sous leurs pieds. Les Américains qui débarquaient sur les plages de Normandie, la solution était sous leurs pieds. Donc quand je disais on a brûlé les livres au lieu de les lire, ils marchaient sur les livres. Et on a les chiffres du nombre de soldats qui auraient pu être sauvés par une transfusion, puisqu'à l'époque ils faisaient de la recherche, donc ils avaient ces statistiques. On aurait pu sauver des milliers de gens, et encore aujourd'hui, parce que cette hémoglobine, elle est très oxygénante, elle est beaucoup plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. Elle est 50 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. Donc pour les transplantations d'organes, elle n'a pas de prix. Parce qu'un organe, il faut le garder oxygéné. Aujourd'hui, quand on transplante un rein, par exemple, on le garde dans de l'eau salée. Eh bien, avec cette hémoglobine, on pourrait le garder 8 jours, alors qu'aujourd'hui, le record, c'est 24 heures. Ça pourrait complètement changer, aujourd'hui, les transplantations. La moule, donc je veux dire, on n'est plus dans l'œuf de casoar, l'exotisme. Je vous parle quand même de Léon de Bruxelles, là, on est d'accord. C'est plus, c'est un truc que tout le monde connaît. Et bien, même la moule, il y avait des choses qu'on avait complètement ignorées d'elle. Le fil qu'elle utilise pour coller au rocher, c'est la meilleure colle connue sur Terre. On ne connaît pas de colle plus performante que le byssus de moule. Il colle à basse température, haute température, il colle sous l'eau. Ça déjà, c'est hors compétition. On n'a aucune colle qui colle sous l'eau. Il résiste aux UV et il colle sur surface non nettoyée. On n'a aucune colle humaine qui colle sur surface non nettoyée. Ça, si. Il résiste aux turbulences, il résiste plusieurs semaines, etc. C'est la meilleure colle connue sur Terre. Mais en fait, c'est de la soie. Concrètement, c'est de la soie, biochimiquement. Comme la soie du ver à soie, c'est une soie. Alors, la soie du ver à soie, c'est très intéressant parce que, au début, les Chinois plantaient des mûriers, donc l'arbre dans lequel le ver à soie s'installe en mangeant les feuilles. Les Chinois plantaient des mûriers pour régénérer les sols au départ. C'était pour prévenir la désertification. Le ver à soie, il n'en avait rien à foutre. Le mûrier servait juste à prévenir la désertification. Il faudra attendre plusieurs siècles avant que les Chinois ne découvrent l'usage de la soie. Et ça va faire la route de la soie, la colonne vertébrale du commerce mondial depuis Alexandre le Grand. Et ça, c'était une découverte fortuite. C'était un déchet pour eux. Si la nature, dites-vous bien que si la nature était une huître, on jetterait la perle et on garderait la coquille. Il y avait une étudiante en doctorat, je crois que c'était à Stanford, et comme 4 doctorants sur 5, elle était dépressive, limite suicidaire. Parce que le doctorat, c'est pas love can do. Hein. Non. Ça devrait, mais ça ne l'est pas. Et elle se dit, bon, je plaque tout. Quand on est dépressif, la meilleure chose à faire, c'est de revenir à ses rêves d'enfant. Dire, bon, quand j'étais gosse, je voulais faire quoi? Et elle se dit, bah, les éléphants. Voilà. Bon, bah, allez, je me barre et je vais étudier les éléphants en Afrique. Mais pas à la chercheuse. Je vais étudier les éléphants à l'indienne. C'est-à-dire, je m'assois et je regarde. À la chamane, quoi, si vous voulez. Bon, elle avait un bagage scientifique aussi, et c'est l'échange des deux qui a été brillant. Parce que ni l'un ni l'autre n'a toute la vérité. Et rappelez-vous, la vérité est un miroir brisé. Mais comme on a un ego, des chercheurs méprisent des chamans méprisent des chercheurs. J'ai pas dit de lire. Et donc, elle va observer les éléphants en Afrique. Et elle s'assoit, elle les observe, elle se dit, mais
Ça paraît débile, mais moi, à force de regarder les éléphants, je suis persuadé qu'ils communiquent avec leurs pattes. Parce que si j'étais dans la nature, le sol, ça transmet très bien le son, et donc, c'est pas possible que la nature ait pas pensé à ça, d'utiliser les pattes pour envoyer des signaux. Et donc, je pense que les éléphants ont des oreilles dans les pattes. Un organe acoustique comme un tympan dans les pattes. C'est complètement ridicule comme idée. Et là où ça peut être dangereux, c'est que si vous arrivez à le démontrer, bah vous montrez que des générations de chercheurs, parce que l'éléphant c'est pas un animal qui n'a pas été étudié, quoi, bah se sont plantés et n'ont pas vu ça. C'est quand même un truc visible. Eh bien, elle l'a démontré, les éléphants ont un organe acoustique dans les pattes. Et cette découverte, alors, pourquoi elle est intéressante cette découverte? D'abord parce que le son donc se propage mieux en milieu solide en général, et donc beaucoup plus loin. C'est pour ça que les Indiens collaient l'oreille au sol pour entendre arriver les troupeaux. Et donc, par exemple, vous savez qu'on n'entend pas notre voix comme les autres l'entendent. Ma propre voix, je ne l'entends pas comme vous l'entendez. Pourquoi? Parce que ma propre voix, elle passe en même temps qu'elle passe dans l'air, elle passe aussi par mes os. Et elle passe par ma mâchoire notamment, qui transmet le son. On appelle ça le phénomène ostéoacoustique. Et cette transmission du son va changer la perception que j'en ai. Eh bien, grâce à cette découverte de l'organe acoustique de l'éléphant, on est en train de mettre au point de nouveaux systèmes pour aider les malentendants, en passant par les os pour transmettre les sons. Et surtout, des boîtes comme Google ont mis au point des sortes d'écouteurs qui envoient le son à travers l'os directement, sans passer par un écouteur dans l'oreille. Parce que dans la nature, les chaînes communiquent. Dans la nature, les chaînes de production communiquent, alors que chez nous, elles sont en silos. Il y a une industrie qui fait ça, une autre qui fait ça, et elles ne communiquent pas entre elles. Mais dans la nature, non. Dans la nature, tout communique. Quand on surpêche les saumons dans le Pacifique, eh bien, par exemple, on peut augmenter les pluies acides au Canada. Parce que le saumon du Pacifique qu'on a surpêché, il aurait dû normalement remonter les rivières du Canada, frayer, donc mourir parce que le saumon meurt après le frais, donc enrichir les sols en phosphate, donc augmenter la biomasse de la forêt, donc réduire les pluies acides. C'est ça la nature. Tout communique. Une guerre, c'est toujours économique. On pourra en parler des heures, mais une guerre, c'est l'économie. C'est pour ça qu'on dit que l'argent est le nerf de la guerre. En fait, la raison était que les États du Nord avaient aboli l'esclavage depuis 15 ans. 15 ans. Quand les États du Nord ont voulu abolir l'esclavage, c'est fédéral, donc les États peuvent décider de faire un truc chez eux pour voir. Et les États du Sud étaient en mode, allez-y, partez devant, vous allez voir que c'est une connerie, votre économie va s'effondrer et vous allez revenir la queue entre les jambes. Mais 15 ans plus tard, les États du Nord avaient aboli l'esclavage et ils étaient beaucoup plus riches, beaucoup plus rentables. Et les exports du Sud étaient sinistrés. L'économie du Sud basée sur l'esclavage était morte. Alors les États du Sud ont mis les candidats à la présidentielle en demeure de les laisser étendre l'esclavage à l'Ouest. Dans tous les nouveaux États qui allaient être conquis, laissez-nous faire de l'esclavage. Et il y a un candidat, Abraham Lincoln, qui a dit « Mais pourquoi je vous laisserais faire ça? C'est moins rentable, c'est débile, ça va faire une économie beaucoup moins profitable que... Pourquoi je vous laisserais faire ça? C'est même pas intéressant sur le plan humain. » Donc mon programme Lincoln, c'est non. Je refuserais d'étendre l'esclavage aux États de l'Ouest. Mais il a même pas dit j'interdirais l'esclavage dans le Sud. Hein. Non, non, non. Il dit, je vous laisse faire ce que vous voulez, mais à l'Ouest, non. On arrête. Et il s'attendait pas à ce que, étant élu, le Sud ferait sécession. Et là, il a saisi l'opportunité d'abolir l'esclavage tout court. Mais au début, il voulait même pas dire aux sudistes, non, non, pas d'esclavage chez vous. Question, pourquoi? Pourquoi l'abolition de l'esclavage s'est avérée rentable? C'est pas évident, ça. Pourquoi? Vous abolissez travail gratuit. On n'est plus dans la lutte syndicale, là. C'est travail gratuit. Vous abolissez ça, vous êtes plus rentable. Expliquez-moi. Comment? Il y a des machines. Exactement. Quand vous avez des esclaves, les machines, vous n'en avez rien à foutre. Imaginez, vous êtes un planteur de coton en Virginie, en Caroline. Quelqu'un se pointe avec une machine à vapeur. Vous allez lui dire, mais tu plantes du coton en fait avant de me montrer ta machine. Tu connais un peu le métier ou pas? Non, alors barre-toi avec ta machine qui fume. J'en veux pas, elle me fait peur. Elle est ou ridicule ou dangereuse. Et dans le Nord aussi, hein, dans le Nord, ils n'étaient pas plus brillants qu'au Sud. Simplement, une fois qu'on a aboli l'esclavage, il n'y a pas le choix. C'est la machine à vapeur ou la mort. Et oui, Chevrolet, Cadillac, General Motors, ils ne sont pas installés à Détroit pour le climat. Ils s'y sont installés parce qu'il y avait des machines à vapeur.
Et à partir du moment où vous avez une machine qui fait 300 chevaux vapeur, le type en face, il peut avoir 1200 esclaves, il faut 1200 esclaves pour produire 300 chevaux vapeur, eh bien, il ne sera pas compétitif. 1200 esclaves à l'achat, c'est beaucoup plus cher qu'une machine de 300 chevaux, et à l'entretien, il est clair que le charbon de la machine coûte un peu moins cher que la nourriture des esclaves. Sans parler du fait que la machine, vous pouvez la faire tourner 24 heures sur 24 et qu'elle risque pas de se barrer. Donc très rapidement, les exports du Sud étaient juste pas profitables. Et là, la guerre était inévitable. L'empereur Vespasien avait instauré une taxe sur les toilettes publiques, qui n'étaient pas payées par les usagers, qui étaient payées par les personnes qui récupéraient l'urine pour travailler le cuir. C'est pour ça qu'une tannerie, ça pue en général. Il faut des molécules assez, qui ont, comment dire, le mauvais goût d'être assez odorantes pour travailler le cuir. Et l'urine a toujours été un très bon support pour travailler le cuir. Donc l'empereur Vespasien mettait à disposition des tanneurs l'urine des toilettes publiques. Et il les faisait payer pour ça. Et son fils lui avait dit, mais c'est vraiment vulgaire, c'est pas digne d'un empereur. Et un jour, il lui a apporté une énorme caisse de pognon, et il lui a dit, voilà, sens-le. Son fils comprenait pas, okay, ça sent rien. Et oui, tu vois, l'argent n'a pas d'odeur. Ça, c'est la recette de la taxe sur la pisse. C'est de là que vient cette expression.